Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre invité aujourd'hui, Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Ancien garde des Sceaux, députée européenne. Dans cette première partie, nous allons... Maire du 7e arrondissement et maire de du Paris. 7e arrondissement de Paris, tout à fait. Très bel arrondissement d'ailleurs. Nous allons parler dans cette première partie du livre que vous venez d'écrire et qui vient de sortir. Et puis dans cette deuxième partie, nous parlerons plutôt politique. Alors, je le disais, vous venez de publier aux éditions IXO Fille de Mbarek et de Fatima Zora, donc votre père, votre mère, ministre de la Justice. Alors dans ce livre, vous racontez votre parcours, vous parlez peu de vous, mais plutôt de votre famille, et puis de votre parcours, de votre conquête. Mon engagement. Votre engagement. D'abord, première question, est-ce que c'est vous qui avez écrit ce livre, vous-même, toute seule? Alors d'abord ce livre, j'avais absolument pas envie au départ de faire un livre, à aucun moment, jamais. J'avais commencé à prendre des notes lorsque je suis devenue ministre, des notes sur la manière dont j'engageais les réformes importantes pour le ministère de la Justice, la manière d'exercer le pouvoir. J'avais besoin d'avoir une petite trace à l'issue de tout ça, parce que j'ai mené des réformes importantes, lourdes, que de nombreux gardes des Sceaux avant moi n'avaient d'ailleurs pas réussi à mener à terme. Donc c'était un moment important professionnellement. Et puis j'ai pris des notes jusqu'à la naissance de ma fille. Entre-temps, j'ai été l'objet de vives polémiques, vraiment d'attaques extrêmement violentes. Et lorsque j'ai eu ma fille, d'ailleurs je l'écris dans le livre, j'ai eu envie de quitter la politique en disant... Voilà, finalement, j'aurais été ministre de la Justice de mon pays. C'était un honneur immense. J'ai une petite fille, donc le bonheur est quasi complet. Donc, je voulais un petit peu m'éloigner de tout ça. Vous voulez dire que l'ambition vous semblait dérisoire? Le pouvoir ou l'ambition vous paraissait dérisoire? Vous pouvez exercer le pouvoir différemment, vous pouvez continuer votre action du public différemment, votre action politique également. Et c'est le président de la République qui m'a effectivement dissuadé de quitter la politique. Et il m'a proposé d'aller aux élections européennes. Je ne voulais pas à l'époque, d'ailleurs c'est pour ça que je le décris, et il me l'a demandé en disant voilà, c'est pas le président de la République qui te le demande, c'est l'ami. Je te demande d'aller aux élections européennes. Mais vous avez été plus docile, on va dire, que Ramayad, non, c'est pas de la docilité. L'avait rué dans les brancards et refusé. Il faut être aussi un petit peu sérieux et responsable. C'est pas de la docilité. C'est-à-dire que vous-même, dans votre vie professionnelle, à un moment donné, vous avez des discussions avec votre responsable qui vous demande peut-être de réorienter votre activité, d'avoir une action différente, mais de rester dans votre domaine. Donc c'est une discussion très professionnelle, très responsable. Et à un moment donné, j'ai dit, effectivement, mon activité de député européen me permettra de continuer la vie politique et mon action publique en étant toujours responsable, mais pas à un niveau où effectivement j'ai été très attaquée. Rachida Dati, on se demande quand même tout de même pourquoi ce livre arrive maintenant. Est-ce que c'était une manière d'humaniser votre image, image qu'on avait de vous, qui est effectivement ministre un peu bling-bling, de la justice. Est-ce que vous voulez humaniser votre image et la restaurer au moment où vous êtes un petit peu au creux de la vague? Ah bon? Il ne faut pas m'inviter si je suis au creux de la vague. Vous savez, non, mais vous êtes une personnalité. Non, mais attendez, je suis conseillère. Il faut savoir où je compte plus. Mais c'est pas entre deux. Et c'est pas de dire je suis au creux de la vague. Vous êtes plus non, mais ministre. Je suis conseiller politique. Oui, la vie, il y a des tas de gens. Ministre, c'est 10 personnes, 15 personnes. Vous avez vu l'ensemble de l'Assemblée nationale, vous avez vu l'ensemble des responsables politiques. Donc tous les autres sont au creux de la vague en n'étant pas ministre. Il faut être un petit peu cohérent dans ce type d'affirmation. Je suis conseiller politique de l'UMP auprès de Jean-François Copé. Je suis député européen sur des sujets importants. J'étais en Italie il y a 2 jours pour parler de politique énergétique. On a vu la décision de l'Allemagne d'arrêter le nucléaire. Il y a des choses sur lesquelles, moi je suis à la commission industrie et énergie au Parlement européen. Je suis maire du 7e arrondissement et conseiller de Paris. Très impliquée dans les projets parisiens, comme vous le savez. Donc, je ne vois pas où est le creux de la vague. Donc, dans ce livre décrit quoi? D'abord, il décrit le parcours d'une femme politique. C'est un moyen de remercier tous ceux qui m'ont tendu la main. C'est aussi, aussi un moyen de répondre à tous ceux qui me soutiennent très régulièrement et de donner aussi un espoir à beaucoup de jeunes qui sont ou de conditions sociales défavorisées ou d'origine immigrée, qui effectivement mettent tous leurs espoirs dans la France républicaine et méritocratique. Justement, Rachida Dati, franchement, c'est un bon livre. Je vous le dis, je l'ai lu, d'une traite. C'est assez émouvant. Vous parlez de votre père, personnage assez dur, et d'une mère à la fois très rassurante, très drôle. Alors, vous racontez donc ce cheminement de cette famille émigrée, de votre père qui débarque
à Châlons en 1964. Vous naissez donc là-bas, vous allez à l'école chez les sœurs. Vous vous rappelez la mort de Claude François, vous dites que votre mère écoute Sylvie Vartan penchée sur sa machine à coudre. La culture française, c'est votre culture. Et pourtant, à un moment, vous décrivez la grande joie quand vous retournez avec la Peugeot. Vous faites 4 jours de route avec vos parents. Et vous écrivez « L'immigration est une souffrance inconsolable, une amputation. On a beau greffer des enfants de nouvelles branches, ça ne remplace pas les branches coupées. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une souffrance dans le fond où on se sent ni marocaine, ni française, le pied entre deux cultures. Ce que j'ai écrit là ne s'adresse pas à moi ou à mes frères et sœurs. C'est plutôt pour les parents. Vous savez, ils ont tout quitté. Tout quitté. Maman quitte sa famille en Algérie parce que c'est ce que j'explique. D'abord, c'était une alliance un peu contre nature au départ, leur mariage. Donc, elle quitte sa famille algérienne. Mon père quitte sa famille marocaine et ils mettent des années avant de se revoir pour des raisons matérielles. Donc, vous savez, moi, je trouvais. Alors, après, c'est les circonstances. Moi, j'ai été dans une famille où maman nous a adorés. Donc, où avec mon père, on avait besoin des parents. Donc, être comme ça, tout quitter du jour au lendemain, ses racines, son affection, finalement, ce qui vous permet de grandir et de vous structurer, je trouve ça très douloureux. Donc c'est par rapport à eux, c'est pour eux que je parle. Nous, on était finalement plutôt bien, on avait nos parents. Vous parliez arabe ou français à la maison? Alors, maman parlait couramment le français, parce que d'abord, c'était l'époque de l'Algérie française. Elle a été élevée dans ce cadre-là. Mon père parlait plus difficilement. Mais c'est vrai qu'à la maison, par exemple, mes parents, mon père en particulier, pouvaient nous parler en arabe. On répondait en français. Mais moi, je parle l'arabe dialectal. Mais ça a toujours été... Donc, on avait une facilité entre les deux langues. Mais on n'a pas jamais ressenti un choc des cultures ou une schizophrénie quelconque. On était bien partout. Mais si je résume aussi ce livre, c'est aussi... je ne suis pas communautariste. C'est vraiment le parcours d'une femme française en accord avec la société dans laquelle elle vit. Pour reparler à cheval sur ces deux cultures, donc votre père marocain, mère algérienne. Aujourd'hui, vous vivez comme une femme moderne, vous avez un enfant sans être mariée, et ça, votre père le vit très mal, et vous racontez dans le livre qu'il ne vous voit pas pendant que vous êtes enceinte, il viendra après l'accouchement. Là aussi, on est aussi dans la culture, on va dire, maghrébine, où le père, le pater familias, on respecte aussi... la morale, la culture, une femme doit être mariée, elle ne peut pas avoir des enfants. Donc ça, c'est... Oui, mais moi, j'ai été scolarisée dans un institut de jeunes filles catholiques qui s'appelait Le Devoir. Je peux vous dire, parce que j'ai gardé mes amitiés de cette époque. Et moi, je vois, par exemple, il y a des parents d'amis de cette époque, ma meilleure amie. Et moi, je voyais des parents qui disaient quand même, c'est pas convenable de faire un enfant hors mariage. Donc, c'est pas une histoire liée à la culture maghrébine ou pas, c'est la convention. Donc, moi, j'ai des parents d'amis françaises de confession catholique qui sont très gênés par le fait que j'ai pu être enceinte sans être mariée et l'afficher comme telle. Donc, elles s'étaient disaient, mais quand même, ça serait mieux. Ça serait mieux. Puis une femme qui a des enfants, c'est mieux d'être mariée, c'est mieux d'être dans la convention. Donc mon père n'échappe pas plus à cela. Donc c'est vrai qu'il a très mal vécu ça. Et moi je me souviens d'une réflexion. Votre mère l'aurait vécu comment? Parce que votre mère décède en 2001. Oui, c'est une grande souffrance pour vous. C'est une grande tragédie pour toute la famille. Et puis quand nous on a toujours pensé qu'on se remettrait. Vous êtes 12 enfants. On pourrait pas se remettre de son décès, mais une chose est sûre, je pense que les gens qui vous aiment et que vous adorez vous accompagnent, quel que soit l'endroit où vous êtes. Mais ça a été un drame pour nous. Mais on vit avec elle, on la cite tout le temps parce que comme elle nous faisait rire tout le temps, elle faisait rire, elle était avec nous. Tout est motif à rire, même les moments les plus douloureux. Mais sans doute, elle m'aurait accompagnée, mais je crois qu'elle m'aurait dit la même chose. Elle m'aurait dit, ça aurait été mieux si tu avais été mariée. Mais c'est plutôt du respect de la convention. Alors, dans ce livre, pourquoi il est bien? Parce que, en fait, vous racontez une histoire. Et on s'attache à cette famille, on s'attache à ce couple que forment vos parents, aussi dans l'adversité, dans la pauvreté, dans la volonté aussi de s'en sortir, de travailler. Votre père est maçon. Et un beau jour, il a un accident, on le croit mort. En fait, il est dans le coma. 6 mois après, et quand il reprend son travail, il ne pourra plus être maçon, il va être balayeur. Et il le vit comme une mortification, une forme d'humiliation. Est-ce que c'est quelque chose qui, on le sent, puisque vous le racontez, qui vous a marqué? Ça nous a marqué. D'abord, il était passionné par la maçonnerie à ce jour. Donc, il adorait son métier. Et puis, il a eu un accident de voiture. Moi, j'étais très petite et il est resté très longtemps dans le coma. Mais moi, je me souviens des revues, des coupes
coupures de presse que j'ai retrouvées en étant adolescente, où ils avaient mis cet accident de voiture. Malheureusement, il y a eu quelqu'un en face et le titre était accident grave, 2 morts, dont mon père. Donc au départ, il était déclaré mort. On a vécu ça avec beaucoup de souffrance. Maman a été très courageuse parce qu'elle a été hospitalisée dans un grand centre hospitalier qui était à Lyon. Donc elle faisait les allers-retours entre Chalon-sur-Saône et Lyon. Pour justement, à un moment donné, il a eu un petit peu d'amnésie. Et donc pour ne pas disloquer cette famille. Et puis quand il a voulu reprendre son métier, pour des raisons parce que il ne pouvait pas, il y a eu des vertiges, il y a eu vraiment des séquelles importantes et lourdes. Il ne pouvait pas reprendre ce métier. Donc il a été embauché comme balayeur à Saint-Gobain. Et il a estimé que pour lui, c'était, je ne vais pas dire humiliant, mais ce n'était pas sa passion. Et puis, alors, quand on remplissait les papiers à l'école, il ne voulait pas qu'on mette balayeur. Donc, il nous disait, vous continuez à mettre maçon. Et donc, nous, on le savait bien. Donc, on mettait maçon et on disait, mais maçon à Saint-Gobain, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et voilà. Vous dites que votre sœur, vous dites que vous n'aviez pas honte. Vous citez votre sœur, Malika, qui avait honte quand votre père venait vous chercher à l'école avec la 404 Peugeot et avec les petits rideaux, aux fenêtres. Ma sœur avait un peu plus de mal. D'abord, elle était jeune fille beaucoup plus tôt. Moi, j'étais un peu plus attardée sur ces sujets. Moi, j'ai jamais eu honte de ma famille, j'ai jamais eu honte de la condition sociale dans laquelle je vivais. Puis je pense que j'étais peut-être un peu trop voyante pour elle, et peut-être mes parents aussi. Donc voilà. Alors, quand on entend Claude Guéant, donc le ministre de l'Intérieur que vous connaissez bien, à qui vous rendez d'ailleurs souvent hommage dans votre livre, puisqu'il vous a mis le pied à l'étrier, quand Nicolas Sarkozy a décidé de travailler avec vous, il avait dit « La France n'a pas besoin de maçons immigrés ni de personnel de restauration ». Vous réagissez comment à ce genre de déclaration, pour être honnête? Pour être très honnête, si on prend la phrase telle qu'elle est, on peut dire, pourquoi pas, à la limite, on a 10% de chômage en France, donc il faut essayer effectivement de ramener vers l'emploi les personnes qui n'ont pas d'emploi. Moi, je serais plus nuancée. Qu'est-ce qui pose problème si on parle d'immigration? L'immigration du travail, qui n'a pas augmenté de ces dernières années, qui est assez stable. C'est une immigration, pardon pour le terme, qui rapporte, puisqu'elle cotise, elle travaille, elle paye des impôts, et qui est très bien insérée. Donc, ce n'est pas elle qui pose un problème. Si on devait revoir la politique migratoire de la France, peut-être qu'on devrait revoir l'immigration familiale, et surtout sur les étudiants, où on a une forte augmentation, de pouvoir Mais s'il y avait eu un homme comme ça, qui hier, en 64, avait dit ça, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, d'abord, il n'y avait pas de chômage ou peu de chômage en France, et la France avait besoin d'être reconstruite. Mon père est venu sur un contrat de maçon. C'est-à-dire qu'à l'époque, les entreprises françaises venaient recruter les étrangers dans leur pays d'origine pour venir reconstruire la France. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'on puisse en faire un argument électoraliste. C'est ça qui me gêne. De dire qu'il faut ramener les Français vers l'emploi, oui. Mais à la fois de dire on ne veut plus d'immigrés, c'est faux. Donc ça vous choque? Ça vous choque? Bien sûr que ça me choque. L'immigration n'est pas un boulet. Enfin, j'en suis la preuve vivante, mes parents aussi. C'est pas un boulet pour la France. Une immigration maîtrisée, insérée, ne pose pas de problème en France. Alors, vous faites de votre réussite, on a l'impression, une exception, ou c'est un parcours qui peut être possible pour plusieurs personnes issues de l'immigration. Mais pour en discuter, pour finir peut-être là-dessus sur ce chapitre, je voudrais qu'on écoute Claude Guéant, justement, qui fait le lien, lui, entre immigration et échec scolaire. On l'écoute et on en reparle. Contrairement à ce qu'on dit, l'intégration ne va pas si bien que ça. Il y a évidemment de brillantes réussites individuelles, mais il faut savoir, par exemple, que le quart des étrangers qui ne sont pas d'origine européenne sont au chômage. Il faut savoir que les 2/3 de l'échec scolaire, c'est l'échec d'enfants d'immigrés. Alors, vous le faites, ce lien, vous? Alors, d'abord, il y a deux aspects dans ce qu'il dit. Donc, il faut faire très attention. C'est vrai que moi, je veux qu'on précise. Parce que sinon, on peut tout mélanger ou on peut laisser croire des choses aux Français. Quand Claude Guéant dit il y a 20% d'immigrés au chômage, on a l'impression que vous avez des immigrés qui débarquent en France et qui sont au chômage. Non, ce sont des gens qui étaient là en France depuis de nombreuses années, qui ont travaillé, qui ont cotisé, qui ont payé des impôts, et qui sont au chômage aujourd'hui. Ce n'est pas des immigrés qui arrivent et qui sont au chômage. C'est la première nuance dont ne parle pas M. Guéant. Donc ce sont des gens qui ont travaillé en France et qui se retrouvent au chômage, comme des Français qui se retrouvent au chômage. C'est plus compliqué, il y a plus de seniors.
C'est la génération de mon père qui aujourd'hui, par exemple, certains sont au chômage. Alors ça, c'est le premier aspect. Donc il faut dire que les immigrés qui sont au chômage, ce sont des immigrés légaux, mais qui ont travaillé et contribué à la croissance française. Donc il ne faut pas non plus leur jeter des pierres. Donc il faut arrêter aussi de faire un peu quelques amalgames. Le deuxième aspect est sur la scolarité. Il prend un rapport de l'INSEE que je connais bien, où on dit, c'est vrai que souvent les enfants d'immigrés sont susceptibles d'être plus en échec scolaire. Parce qu'il n'y a pas d'aide à la maison. Non, mais c'est vrai, mais il oublie la deuxième partie de ce rapport. Il dit pourquoi? Parce qu'ils sont dans des endroits, ils habitent dans des endroits ghettoisés, où il y a beaucoup de difficultés sociales, d'environnement, où l'environnement est dégradé. Donc c'est le cumul de conditions difficiles et défavorisées qui conduisent à l'échec scolaire. Mais dedans, vous trouvez des Français dits de souche, j'aime pas bien cette expression. Donc il oublie la deuxième partie. C'est pas parce qu'on est immigré qu'on échoue. Sinon, ça voudrait dire quoi qu'un déterminisme? Non, mais est-ce que ça pourrait être, mettons, la responsabilité des parents? Vous, quand vous racontez, votre père était obsédé par la réussite, le travail, l'école. Parce que vous pensez que les parents d'enfants immigrés, et je leur rends hommage dans ce livre, vous pensez que les parents d'enfants immigrés ne souhaitent pas que leurs enfants réussissent, qu'ils s'en fichent? Y a-t-il suffisamment parfois d'autorité? C'est la question. Est-ce que c'est une question d'autorité? C'est une question de responsabilité et d'environnement. Quand vous avez une maman toute seule qui sait ni lire, ni écrire, déjà, imaginez pour nous, mettez-vous aux maths modernes de 6e. C'est déjà compliqué. Déjà non, mais pour nous, non, mais pas vous, donc, mais... Voilà, donc, imaginez pour quelqu'un qui ne connaît même pas le système scolaire, c'est compliqué. Donc elles ont besoin d'être. Et c'est pour ça qu'il y a des expériences formidables où on essaye d'attraire les parents à la scolarité des enfants. Il ne faut pas les écarter. Alors la solution politique, elle est où? Est-ce qu'il suffit de dire comme Claude Guéant, de lancer comme ça des anathèmes? Non, ça va être un sujet de campagne. Politique d'intégration, véritable échec, c'est vrai. Politique d'éducation, les réformes qui ont été menées jusqu'à maintenant n'ont pas porté leurs fruits. Quand vous voyez que en école primaire, il y a 20% d'enfants qui arrivent en 6e illettrés, ne sachant ni lire ni écrire, il y a peut-être des choses à reprendre et à faire. C'est pour ça que je le mets aussi dans le livre. L'idée des internats d'excellence, c'est moi qui en ai donné l'idée à Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, on considère que finalement, c'est une évidence. C'est un outil qui était contesté à l'époque. Je suis très fière d'avoir donné cette idée-là. C'est de dire, on met des petites structures en zone urbaine pour prendre en charge des enfants dont l'environnement est dégradé, pour les aider dans leur scolarité. J'en ai créé un dans le 7e arrondissement. C'est le seul d'excellence privé. Je suis très fière d'avoir fait ça. Non, mais le 7e arrondissement. Non, attendez, je vous explique. C'est un internat d'excellence adossé à des établissements brillants du 7e arrondissement, mais dans lequel on accueille des enfants de Seine-Saint-Denis, de Paris, y compris du 20e, du 18e, du 19e, dont les parents dont l'environnement est extrêmement dégradé. Et je dirais même, j'ai des jeunes filles, parce que j'ai pris des jeunes filles, qui sont sous main de justice. Et cette promotion a été parrainée par Bernadette Chirac. Je suis très fière d'avoir ouvert cet internat d'excellence dans le 7e arrondissement. Merci Rachida Dati. On se retrouve dans quelques instants. On continue sur le livre et sur votre livre et la politique. À tout de suite. Merci.